Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une chefferie traditionnelle subit les assauts des groupes armés présumés séparatistes. La scène se déroule à Mambo, dans la région du littoral, précisément à la frontière avec la zone de guerre du sud-ouest. Cet enlisement de la crise anglophone, ses répercussions sur la sécurité au Cameroun et sur le plan régional et l'impact socio-économique préoccupent la communauté internationale, des sénateurs américains, britanniques et des experts des Nations Unies vont se retrouver à l'université d'Oxford pour analyser la situation sécuritaire en lien avec la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal les articulations de cette conférence inédite sur le Cameroun et la crise anglophone. Le torchon brûle au sein de la Fédération camerounaise de football alors que la FIFA maintient Seydou Mbombo Ndoya à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Un comité provisoire de gestion a été mis sur pied par les membres de l'Assemblée générale de l'exercice 2009-2013, Assemblée générale contestée par la FECAFOOT, un bras de fer qui s'annonce entre les différents organes mis sur pied. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après une violente déflagration liée à une manipulation dangereuse d'engins explosifs improvisés dans la ville de Douala, c'est une chefferie traditionnelle qui subit désormais les assauts des groupes armés présumés séparatistes. La scène se déroule dans un village situé à Mambo, dans la région du littoral, précisément à la frontière avec la zone de guerre du sud-ouest. Tout un symbole culturel a été attaqué et incendié pendant que le chef de ce village a trouvé refuge en Banga à la suite de multiples menaces de mort. Le récit des faits avec François Dikoumé et Julienne Berthe-Bissaille. Au milieu des cendres, quelques tôles ondulées. Voilà tout ce qui a pu résister à la furie des flammes ardentes qui ont consumé la chefferie traditionnelle de Mondek, petit village de l'arrondissement de Mambo. Parti pour Banga, l'incident se déroule en l'absence du chef. Hier, j'étais ici avec ma notabilité. On avait fait une petite réunion ensemble jusqu'à 17h. C'est à 18h30 que je prends la route pour rentrer en Banga, là où on m'a donné une petite chambre. Et ma chefferie, j'ai laissé ma chefferie, j'ai fermé toutes les portes. C'est dans la nuit qu'on m'interpelle que ma maison a pris feu. Et là où je suis actuellement, là, je n'ai plus rien. Selon des témoignages, des hommes armés ont fait irruption dans ce village et incendié le palais des gardiens de la tradition. Suite aux multiples menaces de mort sur sa personne, Sa Majesté Bébé Sonner a quitté son village pour trouver refuge à Banga. Depuis 2018 que je suis allé à Banga, ce n'est que mes vêtements. Mon épouse et mes enfants, c'est que les vêtements qu'on a pris. Mais on a laissé tout dans à la maison. Donc tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont mis le feu, tout a brûlé. Actuellement, là, je ne suis que dehors. Mais je clame, j'appelle tous ceux qui peuvent mettre la main dans cette histoire, de m'aider. J'ai raté déjà à 2 fois l'attentat. Et l'État, et même toutes ces personnes qui peuvent venir en aide. Actuellement, là, je ne sais là où aller. Je suis dehors. Mondek, dans le Mungo, dernier village frontalier au sud-ouest, subit des attaques répétées des bandes armées. Et ces attaques se multiplient au moment où il y a un enlisement de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, selon l'avis de plusieurs observateurs. Et l'université d'Oxford compte organiser une conférence après l'adoption d'une résolution du Sénat américain appelant le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes à déposer les armes et engager des négociations et un dialogue sans conditions préalables. Cette conférence est prévue entre le 17 février et le 19 février 2021. Des parlementaires britanniques, français
américains y sont conviés et parmi les personnalités camerounaises figure le docteur Christopher Fomoniou, seul Camerounais à prendre part à cette rencontre. Les différents universitaires conviés à cette rencontre souhaitent examiner la résolution du Sénat américain et envisager des solutions que pourrait prendre la communauté internationale afin de mettre un terme à la crise la plus négligée dans le monde, à savoir la crise anglophone. Évoquons à présent dans ce journal d'autres sujets d'actualité concernant le problème foncier qui se pose dans la station balnéaire de Kribi, là où des appétits se multiplient. Malgré les mesures prises par le gouvernement, de nombreux Camerounais font face à des ventes multiples de mêmes espaces de terrain. Même l'intervention des autorités peine à pouvoir dissiper les réseaux de faux qui se multiplient dans cette partie de la région du Sud. C'est une enquête signée Joseph Abena. Donc là, on vient de casser ça. Voilà, justement. Vous voyez là, non? Donc on a cassé là le peu de barils qui restait. Et vous allez voir que dans quelques jours, il y aura une construction ici. Et tous les jours, c'est comme ça. Chaque jour, quand vous venez ici, vous trouvez de nouvelles constructions, les unes sur les autres. On dirait que c'est pas la même maison. Hein. C'est-à-dire que chacun, ce sont des fondations individuelles. Tout cet amalgame-là vient du fait que comment la sous-préfecture a pu valider les descentes 2 ou 3 fois sur un même site. Pourquoi on passe 3 titres fonciers d'une même superficie? La gestion foncière à Kribi s'apparente à un véritable mystère. Par des appétits fonciers, on assiste à des ventes multiples sur les mêmes sites et des plaintes pointant un droit accusateur sur le service départemental du cadastre. Nous avons demandé plusieurs fois au cadastre par écrit de nous notifier le deuxième rapport. Parce que c'est à cause de lui que nous subissons tout cela. On ne peut pas compter les plaintes, les citations directes au tribunal. On ne peut pas compter aujourd'hui, on pourrait compter 60 plaintes. Alors, le chef de service cadastre n'a jamais daigné nous notifier le deuxième rapport. Mais nous l'avons donc un jour aperçu quelque part. Ce deuxième rapport parlait d'un chevauchement subitement de 6 hectares. Après, il y en a eu d'autres, c'est-à-dire sur le même terrain, il y a au moins 4 rapports. D'abord, le premier rapport, celui de 1600 mètres carrés. Ensuite, le titre foncier des adversaires s'avance toujours vers l'intérieur des titres fonciers de la collectivité. Acculé, le cadastre s'en défend en expliquant le phénomène des chevauchements et des superpositions des titres fonciers. La cause vient des systèmes de coordonnées qui, avant, n'étaient pas mondial comme ou international comme aujourd'hui, où à Kribi, le même système qu'on utilise, même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez entrer dans Google Maps et voir exactement votre système. Avant, c'était Kribi avec son petit système. Voilà, avec son petit système. Donc c'était des systèmes comme ça, locaux, par endroit. Et même longtemps avant même, je pouvais arriver au quartier Tana, moi je crée mon système, l'autre arrive au quartier Pamou, crée son système. Ça fait que des titres fonciers pouvaient se chevaucher parce qu'ils n'étaient pas dans le même système. Dès lors que les titres fonciers sont dans le même système, on ne peut plus avoir chevauchement parce que si on a un titre, lorsqu'on vient avec l'autre, on verra forcément qu'il y a un qui entre dans l'autre et on va amener le second qui arrive pour lui dire tiens, il y a déjà un titre foncier. Mais tant qu'ils ne sont pas dans le même système, ils peuvent s'empiler la même titre foncier sur le même endroit parce que chacun est dans son système. Plusieurs plaignants restent insatisfaits à ces explications techniques et préfèrent saisir les tribunaux ou le ministre de tutelle. Quand je lis dans les documents ministériels, on parle des propriétés du titre foncier. Un titre foncier est inattaquable, intangible et définitif. Il est hors de question que nous soyons en possession d'un titre foncier et qu'on vienne chez nous détruire nos mises en valeur, que nous ne puissions pas jouir de notre droit de propriété. J'avais mis des plaques là-bas partout lorsque j'ai fait des mises en valeur. Tous ces plaques ont été détruites. Ces gens qui viennent construire là-bas aujourd'hui savaient très bien que c'est le titre foncier qui appartient à quelqu'un. Il y avait mes numéros de téléphone et mes contacts dessus. Mais ils ont tout détruit et effectivement, ils ont construit, ils habitent là et rien n'est fait. Donc, j'interpelle le ministre des Domaines, ce qui j'ai déposé des requêtes depuis juin 2020.
d'essayer de regarder ce dossier et de le solder parce que c'est clair comme l'eau de roche. Le terrain ne marche pas. Il est hors de question qu'il y ait un rapport qui montre un chevauchement de 1600 mètres carrés. Ensuite, le terrain marche. Il y a un chevauchement de 3 hectares et de 6 hectares et superposition totale. À Kribi, la terre n'appartient plus aux premiers occupants, mais aux plus puissants en termes d'argent, mais aussi des relations à Yaoundé. Pour sortir Kribi de ce capharnaüm de conflits fonciers, l'arbitrage de M. le ministre des Domaines et des Affaires foncières reste très attendu. Que se passe-t-il dans les circuits économiques au Cameroun? Les pièces de monnaie se font toujours rares. Pourtant, le gouverneur de la BEAC avait annoncé en fin octobre 2020 une livraison rapide de ces signes monétaires. Dès lors, d'aucuns pointent du doigt un usage détourné de ces pièces de monnaie, ce qui engendre de fortes perturbations dans les transactions financières et les activités économiques au Cameroun. C'est le constat que font Claude, Dalastiana et Kediara. Paraître anodin, pourtant, il est à l'origine d'un manque à gagner et d'une relative fragilisation de l'économie camerounaise. Il s'agit d'une pénurie de pièces de monnaie qui dure plusieurs mois maintenant. La monnaie est devenue tellement difficile. Donc, ce qui fait que quand tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas travailler. Parfois même, on achète même les monnaies. 1000 francs, on te donne 900. Ce problème de monnaie pose beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Parce que ça fait qu'on l'aube est rendez-vous. Ça fait que tout le monde est mal à l'aise. Et pour tout le monde, et pour les chauffeurs taxi, c'est un problème général. Du petit commerçant au Camerounais moyen, tout le monde y passe. Résultat des courses, un manque à gagner énorme. Une perturbation des flux de transactions financières et cerise sur le gâteau, une relative, sinon importante fragilisation de notre économie. Il y a des clients qui ne comprennent pas que c'est souvent un véritable problème pour leur rembourser. Parfois, si un client, par exemple, veut quelque chose de 600 et en 1000 francs, on est obligé de dire au client de donner 500 pour qu'on puisse lui donner, de donner 100 francs pour qu'on puisse lui donner 500. Et c'est très compliqué parce que les clients n'ont pas cette compréhension-là. On est obligé de mettre les petits trucs de 25 francs. Le client vient, s'il a besoin d'un peu, il donne 150. Si on n'a pas 25, on est obligé de supplier au client. Prends quelque chose de 25, monsieur. On est obligé même parfois de perdre en vendant le plat à 500. Les plats que peut faire à 700, je n'arrive pas parce que 3 clients, 2 clients, ce n'est pas évident. À l'origine de cette pénurie, le docteur Dalvaris Ngunju, économiste, soulève le phénomène de conservation de monnaie dans les caisses, à la maison, ainsi que les salles de jeu, qui retiennent ces jetons pour leur fonctionnement. Mais la variable la plus importante pour lui reste bel et bien la mainmise de l'économie chinoise. C'est la piste du contreband, notamment chinoise, qui collecte ces pièces métalliques en Afrique et les dirige vers la Chine pour en transformer en bijoux. C'est vrai que les Chinois sont extrêmement pragmatiques puisqu'ils se rendent compte que si vous prenez une pièce de 25 francs, la valeur en fait c'est 25 francs, qui ne peut faire que 2, mais dont l'équivalence en poids, puisque c'est en argent, ça peut faire au moins 2 bijoux. En alliance, une alliance que vous vendez à 100 000 francs, si vous vendez 2 à 100 000 ou 50, ça fait quand même 100 000. Ça fait que... Face à cela, les conséquences de forte amplitude ne manquent pas de se faire ressentir. Je pense que l'un des effets les plus néfastes, c'est l'inflation. Parce que cela participe indirectement à rendre la vie plus chère. Au-delà, il y a quand même la chute des chiffres d'affaires. Puisque certains commerçants ne peuvent pas faire le commerce, ils ne peuvent plus dérouler leur activité. Puisque quand vous venez acheter 1 kilo de viande à tel coût et qu'ils n'ont pas la monnaie, généralement dans beaucoup de cas, vous dites que je n'ai pas de monnaie. Est-ce que tu as telle pièce? Si tu n'as pas, tu dois aller. Cela influence sur le chiffre d'affaires global. Bien plus que le petit Camerounais, les conséquences de cette pénurie de monnaie impactent l'économie nationale tout entière avec un taux de croissance en pleine stagnation. L'impact qui peut encore plus attirer notre attention, c'est l'impact sur la croissance économique. Parce qu'il faut bien comprendre que la masse monétaire qui est constituée des billets de banque et de la monnaie métallique, dont la petite monnaie, ont pour vocation de financer l'économie et par-delà, au-delà de cela, la croissance. Pour se sortir de cette situation, l'économiste préconise l'utilisation des billets de banque, même pour les monnaies les plus faibles, à l'instar de 25 francs et de 10 francs CFA, comme c'est le cas au Nigeria.
Il propose également une protestation officielle de l'État du Cameroun à l'État chinois pour dénoncer le trafic des pièces de monnaie. Comment désengorger la paillerie générale et assurer davantage la régularité, la sincérité et la clarté des comptes publics produits au Cameroun? Ces préoccupations sont au cœur des missions assignées aux 2 nouvelles trésoreries générales et 10 pailleries spécialisées créées récemment par le ministre des Finances. Les activités de ces différentes structures du ministère des Finances ont été lancées ce jour par le directeur du Trésor, de la coopération financière et monétaire, Sylvester Mo-Tangongo, a saisi cette opportunité pour inviter les responsables nommés à la tête de cette nouvelle structure à travailler en étroite collaboration avec les ordonnateurs pour garantir la qualité des comptes publics. Je vous invite à présent à écouter les explications que donne le directeur du Trésor et de la coopération financière et monétaire au ministère des Finances. Cette réunion était pour constater l'effectivité du démarrage de ces postes comptables nouvellement créés. Nous avons recommandé que le travail en collaboration avec l'ordonnateur. Les comptables sont des juges de la régularité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas collaborer avec les ministères pour que les choses marchent correctement. Il est question donc de décongestionner la paillerie générale, comme vous le savez dans cette réforme, et de faire de telle sorte que la qualité des comptes publics qui sont produits soit vraiment améliorée en termes de transparence, en termes de clarté dans la production des comptes. C'est pour ça que vous avez des payeurs qui sont rapprochés aux ordonnateurs. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la réforme qui est en cours, la réforme de la comptabilité publique qui est en cours et qui va aboutir au plus tard le 1er janvier 2022, où les ordonnateurs seront appelés à produire les comptes administratifs. Et ces comptes administratifs seront rapprochés aux comptes de gestion produits par les payeurs. Il est question de bien travailler de telle sorte que la qualité des comptes produits soit vraiment meilleure. Mais deuxième chose, c'est en termes de services rendus au public. Parce que le public se demande, mais qu'est-ce que nous allons gagner dans tout ça? Les gens qui venaient à la paillerie générale, qui étaient vraiment, il y avait vraiment, c'était bien engorgé, avec beaucoup de ministères assignés sur la paillerie générale. Ces gens n'auront plus besoin de venir à la paillerie générale, ils vont être payés sur place dans leur ministère. Et en termes de priorité, on saura exactement que, bon, voilà, en termes de priorité, voilà ce qu'il faut faire avant d'autres. Au-delà de l'administration publique, où en est-on avec l'apurement de la dette intérieure et extérieure du Cameroun? Je vous invite à suivre le directeur général du Trésor. Il fait le point sur le paiement du service public de la dette au Cameroun. Les derniers paiements nous ont ramenés au mois d'août. Mais actuellement, nous sommes au mois de septembre. Puisqu'il faut retenir que malgré les difficultés que nous avons, nous continuons à payer par ordre chronologique. Donc il n'y a pas de désordre. On peut avoir des urgences qui sont traitées et tout. Par exemple, vous avez les CHAN. Les opérations du CHAN ne peuvent pas attendre les 90 jours. Donc nous continuons à payer par ordre chronologique et nous sommes au mois de septembre au niveau de la paillerie générale, au niveau central. Et dans les trésoreries générales, il y a certaines qui sont déjà au mois d'octobre. Et il y a certains ministères, par exemple le ministère des Travaux publics, ces OTA sont essentiellement utilisés pour payer les grands travaux. En termes de paiement, là-bas, vous allez voir que la plupart des dépenses du MINTP sont des dépenses qui sont arrivées au mois de novembre, au mois de décembre. Il n'y a pas beaucoup de retard. Ça, c'est la dette intérieure réseau Trésor. Mais nous avons aussi la dette intérieure au niveau de la CAA. Nous réfléchissons sur ça, sur comment faire un paiement massif. Je crois que ça, c'est une instruction que le ministre des Finances a donnée, de voir dans quelle mesure nous pouvons lever des fonds pour faire un paiement massif de la dette intérieure globalement et non seulement au niveau du réseau Trésor. Comme je disais, pour le réseau Trésor, nous sommes en train de travailler. On avait vraiment des contraintes au mois de janvier avec la dette extérieure qui était très élevée. Bon, pour ne rien cacher, on était à 85 milliards de dettes extérieures au mois de janvier. Avec ces contraintes, on était obligé de ralentir un peu le paiement de la dette intérieure et nous allons continuer au mois de février et au mois de mars. Dans ce chapitre économie, la crise sanitaire a eu des effets dévastateurs dans plusieurs secteurs d'activité,
notamment celui des petites et moyennes entreprises. Et ils sont nombreux des Camerounais qui se retrouvent sans emploi, dont les activités ont été ralenties du fait de la crise sanitaire. Le programme des Nations Unies pour le développement leur a apporté un appui, mais ils en demandent un peu plus face à l'impact économique de la crise sanitaire qui continue de se faire ressentir jusqu'à ce jour. Explication avec Steve Eboulet et Isabelle Carole Zoupet. Cameroun, comme dans bien d'autres pays, la crise de Covid-19 a mis en évidence les vulnérabilités sous-jacentes des économies, des communautés et de nombreuses familles, exacerbant la pauvreté. Les mesures de confinement prises par la suite pour atténuer la propagation de la pandémie ont provoqué de grandes perturbations le long des chaînes de valeur, de multiples activités formelles et informelles, entraînant de lourdes conséquences. Moi, j'ai été impactée depuis mars 2020. Je suis en cessation d'activité depuis cette période parce que je faisais dans la transformation, le recyclage du papier et on travaillait avec des Chinois. Donc, de ce côté, le confinement a commencé bien avant tous les autres secteurs. Donc, du coup, depuis mars jusqu'à présent, c'est le blackout total. Nous sommes tombés pratiquement en faillite. Donc, puisque tout ce que nous exportons, ça a été bloqué. Et du coup, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer pour la pandémie du coronavirus. Du coup, on a perdu l'emploi. Donc, nous avons besoin aussi d'un appui financier. Face aux effets socio-économiques de la pandémie, le Programme des Nations Unies pour le développement a décidé d'apporter son soutien aux jeunes touchés par cette crise sanitaire. C'est ainsi que le PNUD a offert à 300 Camerounais des équipements de diverses natures pour faciliter leur intégration socio-économique. Alors, les équipements que nous avons présentés aujourd'hui, comme vous l'avez vu vous-même, sont des équipements qui sont directement en lien avec les activités agro-business. Agro-business sur les chaînes de valeur, sur plusieurs chaînes de valeur, que ce soit le plantain, que ce soit le manioc, que ce soit les produits forestiers non ligneux comme le miel. Nous avons plusieurs types d'équipements pour accompagner les jeunes dans ces activités-là. Alors, en plus de l'accompagnement avec les équipements, il faut aussi se rassurer que ces jeunes-là utilisent ces équipements à bon escient. Raison pour laquelle il y a un autre type d'accompagnement, qui est le suivi technique avec des incubateurs locaux qui va débuter juste après cette phase de remise des équipements. Un véritable soutien au gouvernement camerounais dans cette rude bataille contre le chômage des jeunes, surtout en cette période marquée par la pandémie. Nous avons assisté une fois de plus à la bonne marche de la coopération entre le Cameroun et le PNUD. Donc je voudrais ici saisir l'occasion pour dire merci au PNUD pour ce qu'ils sont en train de faire pour accompagner le gouvernement camerounais dans le développement. Pour ces bénéficiaires, certes, ce soutien du PNUD arrive à point nommé, mais reste insuffisant, d'où leur appel au pouvoir public à multiplier les actions concrètes visant à sauver l'économie camerounaise. Où en est-on avec les travaux de construction d'un institut des beaux-arts en Konsamba? Le chantier piétine depuis de nombreuses années. Les différents apprenants sont contraints de louer des salles d'une autre structure publique, ce qui impacte sur l'encadrement et l'apprentissage de ces Camerounais. Que se passe-t-il sur ce chantier? C'est une enquête signée Cyril Diemba et notre reporter. Un institut des beaux-arts, pas du tout beau. La bâtisse, censée accueillir les étudiants, sommeille dans la broussaille. Le chantier est à l'arrêt depuis 2017. Ici, c'est presque un rêve brisé pour les habitants de Konsamba et de tout le Mungo. Lorsqu'on avait commencé la construction ici chez nous à Pola, nous savions que c'était un facteur de développement. Tout le monde était fier que le village devrait se développer et que les femmes devraient profiter de cela pour faire leur commerce et tout, ça devrait abriter des enfants et le développement devait s'en suivre. Mais nous sommes déçus parce que nous sommes en train de constater que depuis qu'on a fini avec ce bâtiment, il est abandonné. Mais j'implore vraiment le gouvernement qui puisse venir en aide aux populations. Si l'on s'en tient à la promesse ferme du recteur de l'université de Douala à son dernier passage ici, le professeur Magloire Ondoa annonçait alors la reprise des travaux pour 2020. Même la commune de Konsamba 3e ne comprend rien au retard accusé jusqu'à ce jour. Quand nous regardons à cette date d'aujourd'hui, on pensait que les élèves qui sont locataires de l'ENIEJ devaient déjà
est en train de monter à Pola pour fréquenter. Mais tout est en stand-by. C'est déjà d'ailleurs du gâchis parce que quand on évalue le montant d'argent que le complexe administratif qui est achevé et que les autres travaux ne suivent pas et abandonné comme ça, quel est le montant d'argent qu'on a jeté comme ça en brousse maintenant? Vraiment, nous nous demandons qu'est-ce qui ne va pas. Depuis la rentrée académique, les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba squattent les locaux de l'école normale des instituteurs de l'enseignement général. Les conditions de travail sont intenables, constate l'autorité municipale. Lorsque les élèves de l'IBA ont commencé à fréquenter à l'ENIEJ, ils étaient peut-être au nombre de 200 ou 300. Mais maintenant, le nombre ne fait que s'accroître chaque année. Alors, ces élèves, on va les mettre où? Est-ce que le projet de l'université de l'IBA s'arrête comme ça? Ou bien est-ce que c'est un projet qui concerne une personne? Ici, le souhait de tous est de voir une reprise effective des travaux et faire de Nkonsamba une réelle cité des beaux-arts. Une enquête signée Cyril Djemba et Julienne Berthe-Bissaille. Parlons à présent de football. C'est un rebondissement spectaculaire dans l'affaire FECAFOOT, alors que la FIFA a décidé de maintenir Seydou Mbombo-Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Un comité provisoire de gestion est mis sur pied par des membres de l'Assemblée générale se réclamant de l'exercice 2009-2013. Placé sous la présidence du sénateur Albert Mbida, le comité provisoire de gestion se donne un délai de 3 mois pour réviser les textes et organiser de nouvelles élections. Cependant, la Fédération camerounaise de football conteste cette assemblée générale, estimant que la FIFA a déjà tranché dans le cadre de cette affaire. C'est un bras de fer qui se dessine au sein de la famille du football. Analyse et décryptage avec Aïk Cyril. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton de la Fédération camerounaise de football. 2 semaines après la sentence du TAS annulant le processus ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo-Njoya, après la décision de la FIFA de maintenir à la tête de la fédération le comité exécutif dont l'élection a été annulée pour gérer les affaires courantes en attendant l'organisation de nouvelles élections, c'est un groupe de membres ou anciens membres de la FECAFOOT, c'est selon, se réclamant 2009-2013 qui montent au créneau. Au terme d'une assemblée générale extraordinaire qu'ils affirment avoir tenue par visioconférence, ils décident de retirer toute compétence à Seydou Mbombo-Njoya et aux membres du comité exécutif élus le 12 décembre 2018. Pour gérer la FECAFOOT, les membres de l'Assemblée générale 2009 décident de mettre sur pied un comité provisoire de gestion composé de 7 membres, dont le sénateur Albert Mbida, président, Prince Esokandoki Moukete, vice-président, François Dikoumé, Tado Oumarou, Pierre Boudjikou, Lucien Metomo et Sa Elvis comme membres. Le comité provisoire mis en place dispose d'un délai de 3 mois pour gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, réviser les statuts et le code électoral, organiser des élections qui soient justes, équitables et transparentes. Afin que le comité provisoire de gestion mène à bien cette mission, l'Assemblée générale extraordinaire décide de réquisitionner une partie des locaux et du personnel de la LFPC, le temps que le siège de la FECAFOOT, illégalement occupé, ce sont ses propres expressions, soit libéré. Mais contacté afin d'avoir les réelles motivations de l'Assemblée générale tendance 2009, aucun membre du comité provisoire de gestion nouvellement élu n'a souhaité s'exprimer. Également, nos tentatives d'avoir une réaction des occupants actuels du siège de la FECAFOOT à Tinga sont restées vaines. Mais le 1er février dernier déjà, la FECAFOOT, par la voix de ses avocats, mettait en garde des individus contre toute action visant à déstabiliser le football camerounais. C'est une affaire à suivre. Quelle est l'ambiance dans la tanière des Lions indomptables à Prime en route pour la finale de cette compétition? Mais ils devraient d'abord battre
les Lions de l'Atlas, les Marocains qui doivent affronter demain à Limbé. L'entraîneur des Lions indomptables, Aprime, et l'un de ses poulains se sont exprimés face à la presse pour évoquer à la fois l'ambiance et remercier la mobilisation du peuple camerounais qui les a donné la force et le courage d'arracher le ticket qualificatif pour le dernier carré de cette compétition. Je vous invite à les écouter. Merci aux populations de Douala et de Yaoundé qui nous ont beaucoup soutenus et grâce à leur soutien, on a pu remporter nos matchs là-bas. Et pour la population de Limbé, je veux les appeler à venir au stade massivement et très tôt pour nous soutenir parce qu'avec eux à côté de nous, rien ne pourra nous dépasser sur ce terrain de football. Unfortunately, we've run out of time. Thank you very much, Coach, for gracing us with your presence. Best luck for tomorrow's game. And I will say may the best team win. That brings us to the end of the press conference. Je pense que c'est la CAF qui devrait être affectée par ce genre de comportement. Un pays ne peut pas décider de son propre chef de transgresser les règlements de la CAF. Bon, pour nous, que le Maroc réside à Bamenda ou à Douala, ce n'est pas notre problème. Nous, on prépare notre match là où la CAF nous a demandé d'être. Maintenant, c'est à la CAF de s'occuper de ce genre de... Je ne sais pas. Un pays ne peut pas décider de refuser le site désigné par la CAF. Je trouve que c'est absolument grave. If a team decides to go against CAF rules, I believe that CAF strictly reserves the right to handle the situation the way it chooses. But for me and my team, we are okay whether they stay in Bamenda or in Douala or wherever they choose. L'intégralité de cette conférence de presse de l'entraîneur des Lions Aprime et celui également du Maroc, entraîneur marocain. Vous suivrez l'intégralité de ces différentes sorties médiatiques dans l'émission spéciale consacrée à l'analyse des performances des équipes engagées dans cette compétition. Émission à suivre ce soir, présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao en présence des experts de haut vol. Mais avant, les Camerounais sont très intéressés par les performances de ces deux équipes qui vont s'affronter demain. D'un côté, les Lions et de l'autre côté, les Lions de l'Atlas, les Marocains déterminés à aller jusqu'au bout dans cette compétition. Quelles statistiques, quelles performances, quelles sont les chances des poulains de Tungu Élément de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Le duel des fauves entre les Lions indomptables Aprime du Cameroun, pays organisateur, et les Lions de l'Atlas Aprime du Maroc, détenteurs du trophée, est à n'en point douter l'affiche des demi-finales la plus attendue de ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football. Pour cette première confrontation entre les deux sélections nationales dans l'histoire de cette compétition, la rencontre s'annonce très palpitante, mais surtout très disputée. Le Cameroun entend contre vents et marées traverser cette première demi-finale de son histoire et espérer remporter le trophée le 7 février prochain. Et pour ce faire, le coach Martin Tungu, au sorti de la supervision du quart de finale Maroc-Zambie, promettait de jeter toutes ses armes dans ce duel contre une équipe du Maroc, reconnaissait-il, mieux structurée dans son jeu bâti autour d'un collectif d'individualités, bousculant tout sur leur passage depuis le début du tournoi, avec pour l'instant le score le plus lourd du tournoi, 5-2 infligé aux Cranes d'Ouganda à la 3e journée des phases de groupe. Le Maroc a un bon collectif. Techniquement, ils font circuler bien le ballon. Et puis, conservation de balles avec de bonnes individualités. Bon, maintenant, il faut résoudre ce problème lorsque vous jouez contre le Maroc pour qu'ils ne circulent pas le ballon tout le temps, qu'ils ne tiennent pas le ballon tout le temps, c'est ça. Trié sur le volet dans des équipes sans le moindre match de championnat dans les jambes, le cri de guerre impossible n'est pas camerounais, associé à la bonne volonté de surpassement des Lions Aprime, demeure à ce jour l'une des motivations intrinsèques qui boostera le moral de Mbanga Bidjeme et ses coéquipiers à franchir l'étape maudite des quarts de finale, où avaient échoué leurs aînés aux éditions de 2011, 2016 et 2018. Face à ce potentiel psychologique des Lions Aprime et leur soutien du 12e homme, la sélection marocaine part favori sur tous les plans. La motivation de remporter 2 trophées d'affilée
La vengeance de battre des cadets d'une sélection qui éliminait leur senior à la demi-finale de la CAN 88 à domicile. Les Lions après marocains pourraient ainsi doper leur morale et venir à bout de leurs homologues camerounais. Un atout non négligeable pour une équipe du Maroc, physiquement et sportivement prête. Leur jeu collectif, les Lions de l'Atlas le doivent à l'essentiel d'un groupe homogène, sachant attaquer et défendre ensemble. En place depuis l'édition de 2018 à domicile, le Maroc pourra compter sur plusieurs de ses feux follets, à l'instar de Raimi ou encore la pépite du Wydad Atlético de Casablanca, Ayoub El Kaabi, meilleur joueur et meilleur buteur à 9 réalisations en 2018 et surtout auteur d'un triplé et plusieurs doublés. À sa 4e participation, les statistiques parlent en faveur du Maroc. Un trophée glané, 46 buts marqués, dont 24 inscrits à la phase finale précédente. Du costaud à tous les niveaux que les Lions appriment, devront tout faire pour désillusionner ce mercredi au stade de Limbé. Même si côté statistique, les Camerounais ne présentent pas grand-chose à mettre sous la dent. Leur meilleur niveau affichant 3 quarts de finale disputés, 21 buts marqués en 4 participations, 2011, 2016, 2018 et 2021. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Incendie à la chefferie traditionnelle de Moundek dans le département du Mongo. Des soupçons pèsent sur des séparatistes. Des soupçons qui pèsent sur des séparatistes en raison des multiples menaces de mort qui ont plané sur la tête de ce chef traditionnel. Il a fui sa chefferie depuis plusieurs jours pour trouver refuge en Banga. Et cette attaque qui a plongé sa population dans la psychose, le département du Mongo qui subirait, selon ces populations, des multiples attaques venant des groupes armés non identifiés, présumés et séparatistes venant de la zone de guerre du sud-ouest. Depuis déjà 2 ans que ce type d'attaque est enregistré. Il faut préciser que cette dernière en date intervient après une explosion survenue en plein cœur de Douala à la suite d'une manipulation dangereuse d'engins explosifs improvisés. L'un des jeunes est décédé et les 2 venaient des régions en guerre. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le début du journal, toujours en compagnie de Sophie Tchemani et Poléum. Est-ce qu'on peut dire comme ça que